Bonjour, je vous présente notre expert en simulation, François Jolin. François Jolin est professeur agrégé de mathématiques, il est médecin en anesthésie-réanimation et en médecine aérospatiale. Il est cofondateur et président du groupe Facteur Humain en Santé et cofondateur de la Safe Team Academy, une plateforme de formation par vidéosimulation dédiée à l'amélioration de la sécurité des soins. Merci François d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien, merci beaucoup, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous. Donc, si j'ai bien compris, l'objectif c'est qu'on discute un peu du facteur humain. Tout à fait. Dire un peu plus sur mon parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, sur l'association, Facteur Humain en Santé, c'est une association qui a pour objectif de diffuser les connaissances facteur humain dans le milieu de la santé. Donc, on va en parler un petit peu après, je pense. Tout à fait. Il y a plusieurs modalités de diffusion, à la fois une chaîne YouTube, des cahiers sous format papier, des podcasts, et puis on a des événements sous forme de colloques chaque année, quand le contexte est favorable. Et on s'intéresse également à porter une réflexion sur tout ce qui est la formalisation des formations sur le facteur humain. Donc c'est une réflexion qui est en cours. On a aussi des interactions avec différentes sociétés savantes et des rédactions de recommandations de pratiques professionnelles qui portent sur le facteur humain. Et puis pour la Safe Team Academy, c'est pour le coup un organisme de formation qui est enregistré à l'Agence nationale du DPC, qui est en cours de Calliope et qui a pour objectif de former à travers un outil pédagogique qu'on a inventé avec mon associé qui est la vidéosimulation. Et donc c'est un peu le même concept que la simulation mais sous format vidéo. On est dans la peau d'un soignant et on va être confronté à des expériences, des émotions. Très bien, merci François. J'ai une petite question pour toi. Alors j'aimerais savoir pourquoi est-ce que la prise en compte du facteur humain est importante dans le domaine de la santé ? Alors, la prise en compte du facteur humain dans le domaine de la santé est très importante à différents niveaux, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle du soignant, ou bien à l'échelle du manager ou de la gouvernance. D'abord parce que, en fait, peut-être qu'il faudrait expliquer ce que c'est facteur humain. Un facteur humain, en fait, il faudrait, en français, si on devait le redire, ce serait plutôt de parler de fonctionnement humain. Et donc, à l'échelle individuelle, c'est par exemple avoir connaissance des biais cognitifs. Quand on va prendre une décision, on est soumis à des biais cognitifs. Ça peut avoir un rôle important dans la prise en charge diagnostique, puisque dans la décision, il y a notamment les biais cognitifs qui vont nous influencer sur un potentiel mauvais diagnostic ou au contraire sur un bon diagnostic. Mais voilà, par exemple, en réanimation, un patient pour lequel on nous fait une transmission avec un diagnostic, en fait, va biaiser potentiellement celui qui reçoit la transmission et qui ne va pas rechercher éventuellement des signes qui pourraient être en faveur d'un autre diagnostic. Donc ça, par exemple, sur les biais cognitifs, la décision peut avoir un impact. Dans le leadership, par exemple, si on est dans une situation à nouveau de réanimation, mais là pour le coup très opérationnelle, un arrêt cardiaque, si deux médecins arrivent et commencent à donner chacun un point de vue, des ordres, etc., pour ceux qui vont réaliser ces ordres, des internes, des infirmiers ou même d'autres médecins, ça peut être difficile de savoir quelle décision, quel ordre écouter et agir, c'est-à-dire que s'il faut mettre de l'adré ou pas mettre de l'adré, qui on écoute. Donc sur le leadership, ça peut très bien avoir un impact. Quand on prend de manière générale toutes ces compétences dites non techniques, qui sont on va dire déjà un sous-ensemble de ce fonctionnement humain, on voit que dans les activités à risque, ils ont déjà depuis longtemps pris en compte ce facteur humain pour fiabiliser les activités. Et il ne s'agit pas de transposer ce qui a été fait ailleurs, mais tout simplement d'avoir conscience qu'un travail important a été fait et l'industrie qui est probablement la plus en avance sur ce sujet, tant sur le plan individuel que sur le plan organisationnel, c'est probablement l'aéronautique, dans laquelle ils ont des formations initiales, continues et régulières avec des exercices, des simulations et même des accréditations, ils appellent ça des certifications. Et ils sont obligés de se réentraîner régulièrement. Et ils ont, dans les compétences
à acquérir, plus de la moitié sont non techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être pilote, il y a globalement 9 compétences à acquérir. Et 4 vont être dites des compétences dites métiers, c'est-à-dire liées au métier de pilote. Donc on pourrait très bien avoir la même chose en anesthésie, en rhumatologie, en neurologie, des compétences dites métiers. Et puis ils ont sur ces 9, 5 compétences non techniques qui sont le leadership, la conscience des situations, la gestion de la charge de travail, la communication, etc. Donc finalement plus de la moitié c'est du non technique. Et à l'échelle collective, donc c'est très important à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, à l'échelle de l'organisation, c'est très important de le prendre en compte parce que eh bien, en fait, l'organisation du soin, si elle intègre cette dimension humaine et ce fonctionnement qui peut être à la fois source de solutions, de résilience, et on l'a vu typiquement sur la première vague de la pandémie, on a vu tous ces experts du terrain, tous ces acteurs du terrain trouver énormément de solutions avec les moyens, les contraintes, la nouveauté. Mais voilà, c'est prendre aussi en compte qu'il y a des risques et exposer des soignants à des contraintes qui sont potentiellement source d'accidents pour les patients, si on n'a pas conscience de ces facteurs humains, on expose des patients. Un exemple concret, on sait que quand on travaille de nuit, on est moins efficace. On sait que quand on n'a pas dormi depuis plus de 24 heures, on a l'équivalent de plus de 0,8 g d'alcool dans le sang en termes de fonctionnement, de performance cognitive. Et donc voilà, quand on voit que le repos de garde n'est pas observé forcément, ou que des gens se targuent d'avoir travaillé depuis 36 heures avec fierté, en fait, derrière, si on favorise ce genre de comportement, quelque part on est dans la déviance, là on n'est même plus dans la norme, mais finalement on est à l'échelle organisationnelle, on n'a pas pris en compte qu'on peut se tromper. Voilà. Peut-être encore plus concret, à l'époque où on avait des chambres doubles, si vous mettez un patient allergique à l'Augmentin dans une chambre côté fenêtre par exemple, et que vous mettez quelqu'un qui doit recevoir de l'Augmentin, par exemple en post-opératoire d'une appendicite, bref, quelle que soit l'indication, qui doit recevoir de l'Augmentin côté couloir, si vous êtes dans un environnement perturbé, dans lequel il y a des interruptions de tâches, des coups de téléphone à droite à gauche, des familles de patients qui rentrent pour vous demander des nouvelles de leurs conjoints, etc. Des soignants fatigués. Voilà, des soignants fatigués, des choses comme ça. Ce que vous exposez, finalement, vous vous exposez ici à un risque d'erreur médicamenteuse, puisque à un moment donné, l'infirmière ou l'infirmier qui va administrer l'Augmentin au patient qui doit en recevoir peut se tromper et le mettre au mauvais patient, et donc générer un incident qui finalement pourrait être évité. Et c'est vraiment de ça dont on discute, c'est pas forcément les fautes ou les déviances, mais c'est cet environnement de travail. Voilà. Donc à l'échelle collective et organisationnelle, c'est aussi très important. D'accord, très bien. Autre question. Je peux faire plus court s'il faut. Non, c'est parfait. As-tu été confronté dans le cadre de ton expérience professionnelle ou durant tes études de médecine à un défaut dans le fonctionnement organisationnel ou humain et qui a eu des conséquences pour le patient? Oui, bien sûr. Alors, j'ai été confronté à ça de près et de loin. J'allais dire d'abord de loin, puisque quand j'ai commencé médecine, donc j'ai commencé un peu plus âgé, puisque j'avais fait autre chose avant, et j'étais parti pour m'intéresser, a priori, j'avais une autre idée de la médecine. Et puis rapidement, j'ai été confronté, sans que ça ait des événements, sans que ça ait des conséquences pour les patients, à des situations, j'allais dire, que j'ai trouvé plutôt cocasses au début, mais inquiétantes. Et je dirais que la première, c'était tout simplement ma première garde. Quand j'étais externe, en fait, un interne est venu me voir et m'a dit va voir la chambre 5. Oui. Je pense que le patient a une épistaxis, mais vérifie que ce n'est pas une hémoptysie. Bon, de fait, en plus, je découvrais, je venais 3 semaines avant, j'étais dans la vie civile et je n'étais pas encore rentré en médecine. J'avais juste une blouse ce jour-là, et voilà, la blouse m'a donné la connaissance, entre guillemets, a priori. Donc c'était un peu l'habit fait le moine. Donc l'interne pensait que je savais ce que ça voulait dire. Et puis maintenant, en tant que médecin, je me dis, même si je savais la sémiologie qu'il y a derrière ces mots, malgré tout, c'est pas simple de faire la différence entre une hémoptysie et un épistaxis, parce que c'est un petit peu fin en termes de... Voilà. Bon,
je pense que l'interne savait au final ce qu'il y avait et il voulait juste me tester, me faire voir une chose intéressante, m'occuper pendant la garde qui était plutôt calme à ce moment-là. Et voilà, mais au final ça m'a quand même un peu surpris et je me suis fait cette idée-là, mais au final j'ai jamais été certain de ça. Et donc il m'a envoyé vérifier quelque chose de pas simple, sans savoir que je sais le vérifier, en sachant qu'une hémoptysie ça peut être quand même quelque chose derrière de grave. Bon, ça m'a intrigué, et puis le temps est passé, et puis j'ai eu d'autres situations comme ça qui se sont représentées. Et puis plus on avance, plus on est responsabilisé. Et donc j'ai eu d'autres événements plus directs, je veux dire plus proches pour le coup. D'abord j'ai fait des erreurs moi-même, je pense que la première personne à faire des erreurs ça a été moi. J'ai fait des erreurs de prescription, j'ai fait des erreurs d'administration. Et là je me suis rendu compte en fait que j'avais injecté un médicament en pensant avoir injecté le bon, mais la forme du médicament était pas la bonne. Enfin, c'était des ampoules très ressemblaient. Et je me suis dit, mais voilà, alors j'avais injecté, je voulais injecter un corticoïde pour la prévention des nausées et vomissements, et en fait j'avais injecté de l'éphédrine, donc je n'ai pas compris pourquoi le patient avait une hypertension subitement. Bon, ça m'a inquiété. J'ai eu des situations, là pour le coup, plus ou moins directes, de curarisation résiduelle en salle de réveil sur des défauts de flush en sortie de salle de bloc opératoire où il restait un peu de curare dans la tubulure. Probablement c'est le diagnostic a posteriori que j'en ai fait. Et puis là c'est un peu de la déviance, c'est moins évident, mais j'ai vu aussi des seniors, alors c'était au début de mon internat, poser un cathéter de dialyse, être convaincu qu'il était positionné comme il fallait, et en fait il était positionné en artérielle, et ne pas tenir compte des alarmes de la dialyse parce qu'il était sûr qu'elle était dans le bon endroit. Et en fait, le patient a pour le coup été amputé a posteriori puisque un cathéter de dialyse dans une artère fémorale, c'est une occlusion de l'artère fémorale globalement vu la taille du cathé. Et conviction que c'était pas de sa faute, que le cathé était bien, que le patient. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment changer la culture. Parce que la conclusion, c'est de toute façon, le patient avait des artères pourries, c'est comme ça qu'on dit malheureusement. Et là, je me suis dit, non, ça c'est pas possible, dans mes valeurs, j'étais pas à l'aise. Tu as recherché d'autres causes. Voilà, et donc là, il y avait évidemment, là, il y avait plus qu'un problème de fonctionnement humain, il y avait aussi une déviance, puisque en fait, l'opérateur a posé le cathé sans utiliser l'échographe. Or, les recommandations étaient sorties peu de temps avant. Et puis voilà, mais en même temps ça indiquait plein de choses. Et donc je me suis intéressé un peu à ça, et puis ensuite j'ai rencontré mon associé actuel, le docteur Frédéric Martin, et on a développé ensemble, il avait déjà commencé, mais sur le milieu opératoire, et en fait on l'a développé de manière plus générale, la Patient Safety Database, et là du coup j'ai collecté énormément d'expériences. Oui. De personnes qui ont été impliquées dans des accidents. Les Safety Database, c'est un retour d'expérience de soignants qui ont vécu des événements indésirables dans le cadre de leur pratique. C'est ça. Voilà. C'est du partage d'expérience. Ça a pour objectif d'être pédagogique. C'est gratuit, anonyme. Les gens racontent ce qu'ils ont vécu. Ça peut être aussi des réussites, c'est pas forcément des accidents. Ça peut être aussi, là par exemple, on a un cas amusant qui nous a été rapporté, c'est la penseuse qui a marqué sur le flacon de sérum Phi son nom. Donc c'est pour dire à l'IAD, ça c'est mon flacon de sérum Phi qui va être utilisé pour rincer. Pour pas qu'il y ait de confusion et qu'elle ne l'utilise pas. Exactement. Et donc c'est pour rincer tout simplement la sonde urinaire, enfin bon, le dispositif du chirurgien, et pour pas être perfusé. Et donc en fait ça peut être des choses comme ça peut être les canaux nominatifs, c'est une autre solution pour dire à un moment donné on a dit s'identifier normalement facilement, notamment pour le partage des tâches et savoir qui est quoi et qui j'écoute en fonction de ma fonction. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est ça un peu l'idée. Et là, dans cette expérience-là, j'ai vu de près et de loin aussi pas mal d'accidents survenus par des défauts de communication, voilà. Mais à chaque fois, l'avantage, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent et c'est ça qu'on veut mettre en œuvre. D'accord, très bien, merci. Nous, donc la plateforme Sinucare Pro CRM, c'est une plateforme qui justement étudie les concepts de CRM à destination des étudiants en santé. Selon toi, est-ce que les étudiants en santé doivent se former au facteur humain ? Moi, je suis plus que convaincu.
La vraie question, c'est que j'ai souvent entendu, enfin je pense pas que ce soit une vraie question, mais c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment on peut se former au Crew Resource Management ou au facteur humain quand on n'a pas d'expérience. Et la réponse, elle est trouvée déjà dans plein d'autres industries, que ce soit le nucléaire, le ferroviaire, l'aéronautique. En formation initiale, ils ont tous des formations au CRM. En médecine, c'est dans les textes de loi, il y a une réforme de 2016 qui normalement nous oblige à suivre des formations là-dedans. Et puis bon, il y a de la simulation, et l'humain c'est un bon exemple d'endroit où on fait justement ça, mais c'est encore très insuffisant. Et clairement la réponse est bien sûr oui. La difficulté c'est que souvent ces concepts sont enseignés au même titre que la formation à la lecture critique d'articles par des gens qui sont des médecins de santé publique, qui ne sont pas des opérateurs, qui ne touchent pas aux patients, qui sont plutôt dans les fichiers Excel et les concepts, on va dire, populationnels qui sont très intéressants, j'en doute pas, mais qui ne sont pas du coup qui sont pas dans l'expérience du Crew Resource Management. Donc c'est un peu ça aujourd'hui le défi, c'est de vraiment introduire ça en formation initiale. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience pour comprendre que bien communiquer, en fait, c'est efficace, que ça rend plus performant, que ça donne du sens aux soins, que quand on a une situation grave où il y a plusieurs leaders, en fait, ça ne va pas fonctionner très bien. Il faut qu'il y ait un leader bien désigné. Donc si vous arrivez sur une situation de crise, qui est le leader, ça doit être une question naturelle si c'est pas évident. S'il n'y a pas de leader ou s'il y en a deux, voilà. Et donc ma réponse est clairement oui. Il faut, et je pense que c'est probablement ce qui manque aujourd'hui le plus dans la formation, c'est qu'il y a un focus énorme sur le théorique, un petit peu sur la pratique. Alors si on est chirurgien, la pratique c'est une autre proportion, mais quasiment rien sur le savoir-être, ce qu'on appelle savoir-être, mais qui en fait tout simplement l'interaction humaine, l'interaction interhumaine. Et ça va conditionner certaines situations, notamment dans le cadre de la gestion de crise. Tout à fait. Voilà, il y a plein d'études qui ont été menées, d'ailleurs ici aussi, à l'humain, sur effectivement dans des transmissions, si on est plutôt sympathique, en fait on va avoir une transmission en face qui va être plus facilitée, donc plus d'informations, de meilleure qualité. Donc voilà. De la communication entre les équipes. Très bien. Dernière question. Ouais. Penses-tu que le facteur humain est pris en compte à l'heure actuelle et notamment dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de coronavirus ? Ouais, c'est une bonne question. Je vais répondre oui et non, c'est une réponse un peu mi-figue, mi-raisin ou de normand. J'ai envie de dire que dans les endroits où c'est oui, c'est des endroits, pour avoir vu pas mal de retours d'expérience après la première vague, les endroits qui ont pris en compte le facteur humain, c'est-à-dire c'est des endroits où ils ont introduit des nouvelles checklists spécifiques à la prise en charge des patients Covid, c'est des endroits où ils ont fait des briefings, parce que c'était la première fois qu'ils rencontraient ça. C'est des endroits où ils ont fait des débriefings, c'est des endroits où il y a eu une gouvernance partagée à l'échelle organisationnelle, des gens du terrain et de la gouvernance se sont retrouvés, se sont mis autour d'une table, il y a eu ces fameuses cellules de crise, etc. Ces endroits qui ont pris en compte aussi, avec un leadership plutôt bienveillant et empathique, les contraintes du terrain, et ils ont trouvé des solutions. Et là, j'ai envie de dire, oui, ils ont pris en compte les éléments et ils ont pris en compte les connaissances facteurs humains, et ça a marché. Par contre, il y a des endroits où ils ne l'ont pas fait, et aujourd'hui, je pense qu'ils cherchent des raisons, ils ne trouveront pas forcément des raisons pour comprendre pourquoi ils ont autant de démissions, pourquoi ils ont autant de gens qui veulent partir, parce que en fait, c'était un management pas forcément malveillant, mais un management difficile, dur, pas forcément bienveillant, dans lequel, on va dire pas empathique, et dans lequel, et là pour le coup j'ai pas mal de connaissances aussi qui étaient dans ce type de management, où par exemple ils étaient clairement, ils ont eu l'impression d'être une variable d'ajustement, donc il y a eu un défaut de reconnaissance, bon ça c'est, on va dire, on rentre plus dans la qualité de vie au travail, mais par rapport au Crew Resource Management, il n'y avait pas de transmission, le médecin était totalement débordé, donc en fait il faisait son tour dans la réanimation, il arrivait à 3h du matin, avec les équipes, il ne savait pas qui était exactement. Et la gestion du stress des soignants, peut-être aussi. Alors après, voilà, le stress, je pense sur le stress aigu, il y a eu aussi des situations, j'ai eu des retours d'expérience de personnes dans des services de soins non critiques qui ont dû prendre en charge des patients en détresse respiratoire aiguë sur des défauts d'aiguillage,
Un patient devait être aiguillé sur une unité de soins continus, il s'est retrouvé dans une unité de soins de réadaptation par erreur. Et le cas est raconté sur la plateforme, l'interne n'a pas pu gérer, le patient est décédé d'arrêt hypoxique, quoi. Et il s'est fait défoncer parce que incompétent, n'a pas été capable de gérer la crise. Mais en même temps, les gens qui l'ont défoncé n'étaient pas là ce jour-là, et quand il a appelé à l'aide, il n'y avait personne. Donc, pas sa charge de travail. Puis voilà, en fait. Donc, ça, pour lui, ça a été une expérience. Enfin, je ne connais pas la personne, ça a été déclaré anonymement, mais voilà, on imagine bien. Et de l'autre côté, la gestion du stress, il y a aussi plein d'autres personnes qui ont mis en place ces fameuses techniques d'optimisation du potentiel, dans lesquelles ils font de la respiration dynamisante ou relaxante selon le moment, une mentalisation avant de prendre en charge un patient qui arrive. Voilà. Donc après, c'est évidemment ce qu'on réalise, c'est que c'est être formé soi-même individuellement au facteur humain ou au co-resource management, évidemment, ça va donner un sentiment de performance, ou en tout cas l'impression qu'on fait mieux ou qu'on comprend ce qu'on fait, en tout cas en termes d'interaction. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire si on est tout seul dans un service à être formé à ces sujets-là, puisque en fait, c'est un sujet d'interaction humaine, d'interaction avec des dispositifs, d'interaction avec un patient. Et donc, en fait, c'est un problème organisationnel. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de facteurs humains et organisationnels. C'est que ça doit intégrer dans la culture du changement le management, et c'est pour ça que les managers intermédiaires s'y intéressent de plus en plus. Et la gouvernance, j'espère un jour... pour avoir le même langage. Pour que voilà, on ait le même langage, que les objectifs soient communs, ou en tout cas partagés. Et qu'on ait conscience des enjeux, de si on n'en tenait pas compte, et l'impact que ça pourrait avoir et pour les soignants et pour les patients. Absolument. Très bien. Merci beaucoup François. Merci pour l'interview. On se retrouve pour la suite du colloque au niveau du webinaire.